Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal. Nous sommes le 19 mai et voici les titres. Les stations-service prises d'assaut. La crainte d'une pénurie de gasoil et d'essence en raison des blocages et barrages autour des dépôts de carburant en France a gagné la Vendée. Une panique qui contribue aussi à la rupture de stock. Ce jeudi, certaines stations étaient déjà à sec, d'autres ont choisi de rationner la distribution. Enseigner les valeurs de la République aux jeunes, c'est devenu l'une des priorités après les attentats de janvier. Depuis, les actions se multiplient. Ce jeudi, 1000 collégiens vendéens étaient invités à rencontrer les acteurs de la République pour mieux en comprendre le sens. Il n'y aura ni fusion ni rapprochement entre La Roche-Vendée Football et Luçon. Nous vous en parlions dans notre précédente édition. Les deux clubs n'ont finalement pas trouvé d'accord. Alors pourquoi cette décision? Quel avenir attend maintenant Luçon? C'est ce que nous verrons dans le journal. Il n'y a aucun risque de pénurie de carburant. C'est ce qu'a déclaré mercredi le secrétaire d'État au transport Alain Vidalis. Une annonce qui ne semble pas avoir convaincu les automobilistes car les files d'attente à la pompe s'allongent. Avec le blocage des raffineries et dépôts de carburant entamé mardi par les routiers et grévistes opposés à la loi travail, la panique gagne du terrain en Vendée. Certaines stations-service sont déjà à sec, d'autres rationnent la distribution. Samuel Grassi. Dans cette station-service de Chaland, la file d'attente est 2 fois plus importante qu'en temps normal. Depuis mardi, depuis l'annonce du blocage de la raffinerie de Donges près de Saint-Nazaire, c'est l'affluence aux pompes parmi les automobilistes, des habitants de Loire-Atlantique qui ne trouvent plus de carburant chez eux et des Vendéens qui effectuent le plein par précaution. Comme partout, tout le monde dit ouais, à la fin de la semaine, ça va être le blocage total. Donc du coup, j'ai besoin de ma voiture. J'ai pris les précautions. Je ne suis pas complètement à sec, mais c'est vrai qu'on m'a fait un petit peu peur, donc je viens peut-être un peu plus tôt que prévu. Je travaille pas très loin de mon travail, donc c'est pas trop inquiétant. Je peux y aller en vélo le cas échéant. Mais bon, je vois pas être pris au cas où au dépourvu ce week-end. Et face à l'affluence, la plupart des grandes surfaces du nord du département ont fermé leurs stations qui fonctionnent 24 heures sur 24 pour éviter que certains clients ne fassent de réserve de carburant pendant la nuit. Et tant pis pour ceux qui sont vraiment à sec et qui enchaînent les déconvenus de station-service en station-service. Il n'y en a plus dans le réservoir, ou très peu, mais je ne m'attendais pas à avoir une rupture de stock. Je suis sur le rouge là, donc j'ai besoin de ma voiture comme tout le monde. Et encore une fois de plus, on est pris en otage. Dans cet hypermarché de La Roche-sur-Yon, il y avait encore du carburant ce jeudi matin à la pompe. Mais les stocks diminuent et les livraisons se font au compte-gouttes. On va certainement être amené à couper les pompes pour laisser juste la marge de sécurité pour les véhicules d'urgence. Normalement, on devrait être livré cet après-midi, mais on attend le camion avec impatience et puis on va voir, peut-être qu'on tiendra que la journée. Pour l'instant, on n'a pas décidé de rationner, mais si on voit qu'on n'est pas relivré ou ce soir ou demain, là on sera obligé de rationner. Car après la raffinerie de Donges, ce sont les dépôts pétroliers de La Rochelle qui ont été bloqués ce jeudi. Les camions s'approvisionnent désormais près de Tours, mais la demande est importante. Et si l'on évite la pénurie, les prix à la pompe, eux, devraient grimper ces prochains jours. Et le blocage de la raffinerie Total de Donges devrait continuer encore jusqu'à vendredi 13h. Les syndicats décideront alors ensuite de la suite du mouvement. Et puis toujours concernant la mobilisation contre la loi travail, des manifestations ont encore eu lieu ce jeudi. À La Roche-sur-Yon, un peu plus de 550 personnes se sont réunies selon la police, 1000 selon les organisateurs. Une mobilisation moins importante que celle du 31 mars, mais pas de quoi pour autant décourager les syndicats qui n'abandonneront pas le combat. C'est ce que nous explique Philippe Rocheteau, secrétaire général FO Vendée. On en a vu d'autres faisant voter la loi et étant obligés de la remiser ensuite. Donc tant qu'une bagarre n'est pas menée, tant que la lutte n'est pas terminée, on ne peut pas dire. En tout cas, nous sommes bien déterminés à aller aussi loin que possible dans la demande de retrait et dans la bagarre pour le retrait. De toute façon, il n'y a que les luttes qu'on ne mène pas qu'on perd.
Et on referme cette page liée à la mobilisation contre la loi travail pour parler maintenant d'éducation à la citoyenneté. Un thème qui a pris une place importante à l'école après les attentats de janvier. Ce jeudi, le département a organisé un parcours éducatif pour 1000 collégiens baptisé Parcours Vendée Civisme. Toute la journée, les élèves de différents établissements ont pu rencontrer les forces de l'ordre, l'armée de terre ou encore assister à une cérémonie de naturalisation. Objectif, appréhender de manière concrète le sens du mot République. Alix Lanos. La liberté, le respect. Ils sont l'avenir de la France et doivent tous à ce titre se sentir concernés. C'est en substance ce que le préfet de la Vendée a rappelé aux 1000 collégiens du département qui participaient ce jeudi au parcours Vendée Civisme. Tribunal, mairie, association, le but de cette journée, aller à la rencontre des différents acteurs de la République. On connaît une préfecture, on connaît une mairie, mais le contenu, les hommes et les femmes qui l'habitent, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et je crois que c'est important qu'il y ait cette communication humaine pour faire avancer la République, le civisme, la citoyenneté, etc. Les 34 classes se sont donc réparties sur différents sites de la ville de La Roche-sur-Yon. À la préfecture de la Vendée, ils ont notamment pu assister à une cérémonie de naturalisation dont la solennité a touché la jeune Yuna, élève de 4e. Je pensais pas que ce serait comme ça, je croyais juste qu'on allait donner un papier et on s'en allait, c'est tout. Mais en fait non, ils parlent beaucoup et c'est très impressionnant et la salle est super belle aussi. Bah oui, ça touche parce que ça change des cours, quoi. On nous apprend ça au collège et là on voit pour de vrai, c'est pas pareil. Au fil du parcours éducatif, des jeux de rôle ou encore des ateliers de prévention, comme celui de la police, pour qui il est plus important que jamais de véhiculer un message positif. On s'aperçoit de par les événements que la police, malheureusement, la gendarmerie et toutes les forces de l'ordre sont mises à mal. Donc il est nécessaire pour nous de renouer le dialogue avec ces jeunes qu'on va avoir aujourd'hui et donc de leur faire voir que finalement, avec le civisme, on va revenir là-dessus, les choses peuvent très bien se passer. De la rencontre avec les bénévoles de la Banque alimentaire aux forces de l'armée de terre, en passant par les comédiens du théâtre municipal pour aborder la question de la liberté d'expression. Cette journée était l'occasion pour ces collégiens de mesurer très concrètement et dans leur quotidien l'application des valeurs de la République. Les travaux du golfe 9 trous à la Faute-sur-Mer vont débuter. Avant le lancement officiel début juin, la mairie a souhaité faire un point sur ce chantier qui avait été décidé en 2012 après une consultation lancée en Pays de la Loire pour réfléchir à l'avenir de ce lieu chargé de mémoire. Ce lieu qui comptait avant la tempête Xynthia environ 600 maisons déconstruites par la suite. Aujourd'hui, ce projet d'1 400 000 € a pour but de redonner vie à ce quartier meurtri. C'est ce que nous explique Caroline Graton, présidente de l'association sportive du golfe de la Presqu'île. C'est un sport relativement paisible, calme. Donc à cet endroit qui est quand même marqué, c'est un sport que l'on peut pratiquer. Important, c'est redonner vie, oui, à la Faute, c'est donner un influx à la Faute, à cette commune qui a souffert et qui, sans oublier, doit continuer à grandir et à vivre. Et l'ouverture de ce golfe est programmée au printemps 2017. 29 cyprès seront également plantés sur le site, 29 arbres en hommage aux 29 victimes de la tempête Xynthia. On vous en parlait dans une précédente édition. Les clubs de football de La Roche-sur-Yon et de Luçon ne fusionneront pas. Alors que les négociations semblaient bien avancées, aucun accord n'a finalement été trouvé. Une annonce faite ce mardi soir par le président Yonnet lors de l'Assemblée générale du club. Alors, comment en est-on arrivé là? Quel avenir attend Luçon? Retour sur ce mariage manqué, Aurélien Huard. C'était le 29 décembre dernier. Le président de la Roche-Vendée Football, Christophe Chabot, et celui du Vendée-Luçon Football, Michel Reculot, annoncent officiellement leur projet de fusion. Poignée de main chaleureuse et sourire sont de mise. On sait qu'aujourd'hui, sportivement, Luçon a les capacités pour le faire. En matière d'infrastructure, ce n'est pas le cas. En matière de budget, c'est pas simple non plus. On sait qu'à La Roche-sur-Yon, il y a les infrastructures. En réel, notre démarche, ça porte un nom, ça s'appelle le bon sens, c'est tout. Un projet de mariage finalement abandonné avant le passage devant l'hôtel. Dans un premier temps, la fusion est abandonnée. On parle alors de rapprochement entre les deux équipes premières.
Au fil des semaines, la situation continue de se dégrader avec plusieurs blocages. Le plus important concerne les 2 sponsors principaux des 2 clubs, Véranda Rideau à Luçon et Akena Véranda, dirigé par Christophe Chabot à La Roche-sur-Yon. Il faut trouver des solutions pour que ces 2 hommes puissent avoir aussi une visibilité au niveau de leur publicité. Donc comment peut-on travailler ensemble? Qu'est-ce qui peut être fait? Il faut qu'on arrête et que ce soit les égos des uns ou des autres, on mette ça dans la poche pour pouvoir venir nous faire demain voir un grand club vendéen. Du côté de La Roche-sur-Yon, on s'inquiète également des difficultés financières du club luçonnais. Christophe Chabot, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, annonce alors mardi soir que l'attelage commun n'était pas fiable. Un coup dur pour le Vendée Luçon Football et son président qui misait beaucoup sur ce rapprochement. La situation financière est critique. Le club luçonnais sait déjà que les subventions municipales et départementales diminueront de 50% la saison prochaine. Si les actionnaires décident de dire stop parce que les moyens ne seront pas là, on ne prendra pas un risque de repartir l'année prochaine pour mettre le club en péril, donc on ne partira pas, c'est clair. Mais c'est vrai que ça sera un gros danger pour Luçon de ne pas repartir parce qu'il y a aussi nos équipes derrière, nos équipes de jeunes. Ça peut être la fermeture complète du club si demain matin nos actionnaires nous disent stop, on arrête là parce que les moyens ne nous permettent plus d'aller plus loin. Voilà. La situation du Vendée Luçon Football qui achève sa 3e saison en national s'apparente à celle du Poiré-sur-Vie il y a 2 ans. Le club Jeunot préparait sa 4e saison à ce niveau avec un budget réduit. 1 an plus tard, le club décidait de jeter l'éponge. En sport, toujours, le Vendespace accueille actuellement le championnat national de gymnastique rythmique. 306 gymnastes de 7 régions différentes sont en compétition. Les premières épreuves ont démarré ce jeudi, comme vous le voyez sur ces images. Tous ces sportifs sont issus de différents établissements catholiques, car la compétition est organisée par les membres de l'UXL et ce n'est pas la première manifestation sportive qu'ils organisent. C'est ce que nous explique Christian Janté, président de l'UXL Vendée. Après l'athlétisme, il y a 2 ans, en 2014, 2015, nous avions le National Gym déjà ici au Vendespace. Cette année, nous organisons le National de gymnastique rythmique. Alors ça s'est fait à l'initiative d'un collège de Vendée, le collège Richelieu de La Roche-sur-Yon, voilà, qui nous a sollicité pour cette organisation. Et donc nous sommes ici pour 2 jours avec 306 participants, très exactement, auxquels il faut rajouter les accompagnateurs et les jurys, soit près de 400 personnes en tout. Ils font partie de notre patrimoine, les moulins. Il y en aurait 22 en Vendée selon la Fédération des Moulins de France. Et ce week-end, ils sont à l'honneur. En effet, chaque année, le 3e week-end du mois de mai, sont organisées les Journées européennes du moulin et du patrimoine meunier. L'occasion d'aller à la rencontre de ces passionnés, c'est le cas de Richard Billet qui continue à moudre le blé comme le faisaient nos ancêtres. Les ailes de son moulin tournent toujours à la force du vent. À Salertaine, Grégoire de Châtillon. Le moulin de Réré est exceptionnel. Il fonctionne non seulement depuis sa construction en 1555, mais ce qui est unique, c'est qu'il est le seul moulin en France à ne s'être jamais arrêté de tourner. Moi, ce que je fais, c'est exactement les mêmes gestes, la même gestuelle que les meuniers faisaient au XVIe siècle, à l'origine du moulin. Donc toujours être à surveiller le fonctionnement de la machine, surveiller les réglages, la vitesse du moulin, la mouture, qu'elle soit bien faite. Et donc la seule chose qui change dans le moulin, ce sont les meuniers. Richard Billet est le gendre de Marcel Burgot, l'ancien meunier du moulin de Réré, propriété de sa famille depuis le 19e siècle. 1886, c'est la date de ce cahier où mes ancêtres marquaient leurs clients, ce qu'ils amenaient, la quantité. Le moulin de Réré produit de la farine animale issue du blé, maïs ou autres céréales. Le mécanisme doit fonctionner parfaitement et il faut régulièrement adapter les ailes du moulin à la vitesse du vent. Et donc je règle la voilure. Les cordages, c'est un peu comme sur un bateau. On est un petit peu comme des marins sur Terre. Le moulin de Réré est classé monument historique depuis 1974. La visite est commentée par le meunier lui-même. L'occasion de découvrir dans de bonnes conditions un témoin authentique de la meunerie traditionnelle en Vendée.
Suite maintenant de notre série de la semaine consacrée au musée vendéen. Aujourd'hui, c'est à Maillé que nous vous emmenons dans un petit musée consacré au lait. Marcel Gousseau est à l'origine de ce musée et c'est aussi un fervent admirateur de Benjamin Rabier, un illustrateur vendéen de bande dessinée. Né en 1864 à La Roche-sur-Yon, il a participé au visuel de la vache qui rit. Dans son musée, Marcel Gousseau a donc rassemblé les livres de cet auteur, mais aussi des milliers d'étiquettes de ce fromage si populaire. Le reportage de Cyril Guillet. 10h du matin et déjà les échanges vont bon train pour ces collectionneurs d'étiquettes de fromage, plus exactement appelés tyrosémiophile. C'est une maladie qui s'attrape facilement, mais qui n'est pas dangereuse du tout. Lui en possède plus de 40 000 et s'il a fait le déplacement des Deux-Sèvres, c'est pour apprécier les 3600 étiquettes de vache qui rit que possède Marcel Gousseau. Passionné par le travail de Benjamin Rabier, il est intarissable sur l'artiste et son œuvre. Il a écrit plus de 250 livres, je pense, dont les fameux Gédéon. Gédéon et son canard, Gédéon qui fait du ski, Gédéon comédien. En fait, Benjamin Rabier, il a touché à tout. Il a même fait de la peinture. Mais il a aussi et surtout révolutionné le monde de l'image publicitaire, entre autres avec la vache qui rit, qui à l'époque n'avait aucun précédent. Et c'est un peu par hasard que ce dessinateur animalier s'est lancé dans cette aventure. C'est un illustre homme qui s'est retrouvé au service militaire avec Léon Bell. Et Léon Bell ayant dessiné une première vache, il a dit à Benjamin Rabier, dessine-nous donc une vache pour mon fromage fondu. Léon Bell avait fait l'esquisse de la vache et Benjamin Rabier lui a terminé en lui faisant des grandes cornes, en la mettant en rouge. La première boîte était en métal et a été commercialisée en 1921. L'impression sur carton telle que nous la connaissons est apparue en 1924. Depuis, la célèbre vache a connu de nombreux changements mais reste reconnaissable du premier coup d'œil et a cette faculté de tous nous faire retomber en enfance. Mais quand on revenait de l'école, nous on allait à l'école à pied. Alors on avait faim, alors on mangeait, à l'arrivée on mangeait une tartine de pain avec de la vache qui rit. Parallèlement à cette exposition, Marcel Gousseau propose aux visiteurs de découvrir son petit musée du lait. Employé 37 ans dans l'industrie laitière en Charente et en Mayenne, il a accumulé des objets relatifs à cette pratique. Une partie baratte et une partie bidon. Et parmi tous ces objets collectés, il y a de véritables trouvailles. Si on était dans le Cantal, on dirait c'est une viole. Mais non, c'est une baratte, fabrication maison, mais on ne devait pas faire beaucoup de beurre. Là aussi, Marcel n'est pas avare en explications et transmet volontiers son savoir aux curieux de passage. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur la météo. Ce vendredi, c'est un temps mitigé qui nous attend. Un peu de pluie au lever du jour et du soleil l'après-midi entre deux nuages. Il fera 20 degrés au maximum de la journée. Dans un instant, Armelle Pavageau vous détaille bien sûr ses prévisions. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Merci de nous avoir suivis.